Et c'est pas Excel qui a remplacé les comptables, c'est des comptables qui utilisent Excel qui ont remplacé les comptables qui utilisaient des livres de compte en papier. L'humain, en tant qu'outil productif, va devenir obsolète. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est obsolète ? On n'a pas du tout envie, en France, de se dire que dans les 10 prochaines années, on peut construire un futur bien meilleur. Où est-ce qu'on place l'IA en France ? C'est-à-dire qu'on pense que c'est juste un Wikipédia, cette histoire. Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech picante et en direct de San Francisco. Cette semaine, on parle de Dario Amodei, c'est le patron d'Anthropic, et de son dernier essai, Machines of Loving Grace. Dario a toujours eu une réputation de Cassandre dans le monde de l'IA, en se montrant toujours super prudent quant aux dangers de l'intelligence artificielle. Mais voilà, il vient d'écrire un nouvel essai où là, il nous propose une vision beaucoup plus utopique de l'IA, à laquelle on n'était pas habitué de sa part. Selon lui, l'IA pourrait guérir des maladies, résoudre toutes nos crises et révolutionner le monde, et ce, dès 2026. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter ce changement soudain de vision ? Est-ce qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose qui va nous dépasser ? Ou est-ce que c'est juste une belle histoire pour attirer les investisseurs ? On creuse la question tout de suite dans cet épisode de Silicon Carnet. J'ai rien compris. Cette semaine, à mes côtés dans Silicon Carnet, on a Engie Ismail, l'accélérationniste de Mar-a-Lago. On a Hugo de Gentil. Pourquoi je dis de Gentil ? C'est beau, c'est beau. Je te l'ai dit à l'américaine. Tu peux. Hugo de Gentil, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Tu nous appelles en direct de quoi ? De Limoges ? De Limoges, ouais, exactement. La capitale de la France. La capitale de la France, c'est le centre du monde. Je viens de Limoges. Et Hugo, c'était l'ex-CEO de Willow. On se rappelle de toi. On va en parler tout à l'heure. Et puis maintenant, tu bosses à un nouveau projet autour de l'intelligence artificielle. Tiens, comme par hasard. Et en parlant d'intelligence artificielle et de product et de tech, on a aussi notre special guest cette semaine. C'est Enzo Avigo. J'adore ton nom, Enzo. J'ai l'impression d'avoir un acteur, presque un acteur porno, quoi, finalement. C'est un peu ça, quoi. Et j'ai aussi un autre pote à moi qui s'appelle Jean Lafleur, qui je trouve un nom d'hockeyeur canadien. Jean Lafleur. Donc Enzo Avigo, c'est le CEO de June.so. Salut Enzo. Salut El Gringo. Merci de m'avoir. Et on me l'avait jamais fait celle-là. On m'avait fait le pass, un nom de passe parisien, mais on m'avait jamais fait celle-ci. Et je la garde. Elle bon, écoute, je te ferai un petit short si tu veux avec ça. Comme ça, tu pourras l'utiliser. Non, Enzo, on parle de toi tout à l'heure et on parle de June. Super produit que j'adore. On va en parler dans l'interview tout de suite après. Bon, allez, je te lance sous le bus. Tu nous expliques que là, tu nous appelles d'où, là ? Ouais, je suis en train de me faire ma première retraite yoga. Écoute, dans la Haute-Savoie, j'en avais besoin là, donc je me suis fait un petit break. Je viens d'arriver. Là, ils ont commencé la méditation. Je viens de la skipper pour faire l'enregistrement avec vous. D'accord. Après, je ferme le laptop pendant 4 jours et j'essaie de pas parler, silencieux. Okay. Donc voilà, je vous dirai dans 4 jours comment ça s'est passé. J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Hein. Tu reviendras nous expliquer comment s'est passée cette retraite. Exactement. Bon, plein de choses à raconter cette semaine. Je vous fais un peu de promo sur la chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est super important. Et si vous nous écoutez en podcast, pensez à mettre 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur cette émission, que ce soit sur YouTube ou Spotify, qui accepte aussi les commentaires. Et je sais pas si vous avez vu le dernier épisode de Silicon Carnet, qui s'appelle Silicon Carnage, où je me suis fait hacker Silicon Carnet. Énorme. Très drôle, très drôle. Excellent. C'était drôle, hein ? Ouais, franchement. Yes, c'est meilleur. yes. Bon, la vérité, c'est qu'en fait, on enregistre cette émission et que l'épisode n'est pas sorti, qu'ils l'ont pas vu. Et je les ai briefés, je leur ai dit, faites comme si c'était vraiment très très drôle. Les secrets de l'émission. Bon, pensez aussi à rejoindre l'Hacienda. C'est la communauté des fans de Silicon Carnet. Quand vous rejoignez l'Hacienda, vous avez accès au WhatsApp privé de Silicon Carnet avec plein de channels thématiques sur plein de sujets comme l'intelligence artificielle, mais aussi Startup Life, Venture Capital, etc., etc. Il y a des conversations, ça n'arrête pas. D'ailleurs, c'est
D'ailleurs, il y a peut-être beaucoup trop de conversations, mais justement, on a utilisé l'intelligence artificielle et maintenant, grâce à ChatGPT et à Arthur Benamou, qui est un des membres de l'Hacienda, qui est un petit génie de l'intelligence artificielle, on vous propose un résumé hebdomadaire si vous êtes membre de l'Hacienda et vous avez accès au résumé de toutes les conversations qui ont eu lieu cette semaine dans le WhatsApp privé de Silicon Carnet et de l'Hacienda. Je prépare aussi un événement spécial. Tiens, je l'annonce, c'est la première fois que j'en parle. On va enregistrer une émission live et en public à Paris. Ça va se passer au CNIT de la Défense dans une salle. Il y a 300 personnes. Wow. 300 personnes, les gars. Wow. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Et je le dis parce qu'il m'a dit oui ce matin. Vous savez qui c'est, le special guest? Non. Alain Damasio. Wow. Alain Damasio Oh. qui a écrit ce Vallée du Silicium, Bien ce sûr. bouquin, et cet auteur de science-fiction absolument génial. Je suis un énorme fan d'Alain Damasio et ça va être lui notre special guest. Donc on va parler du futur, de prospective. Est-ce que la réalité a dépassé la science-fiction? Ça va se passer le 3 décembre à l'occasion de la conférence API Days qui a lieu au CNIT de la Défense et on va enregistrer une émission en public avec 300 personnes. Bientôt, je vous proposerai le lien. Et si vous êtes membre de l'Hacienda, vous aurez des tickets gratuits pour non seulement l'enregistrement, mais aussi toute la conférence API Days à Paris, les 3, 4 et 5 décembre. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. C'est l'heure du qui veut du travail. D'ailleurs, si vous aussi vous recrutez, contactez Digital Selection. François Le Joly et son équipe sont là pour vous aider à trouver les meilleurs talents dans la tech. Dites-lui que vous venez de la part du Gringo, il vous fera une remise et je serai super content de faire la promo de vos annonces ici dans Silicon Carnet. Cette semaine, on parle de Jello, une startup spécialisée dans la sécurité et l'authentification. Ils recherchent un thésard en computer vision. Jello, c'est une équipe tech ultra pointue avec des clients internationaux et de très très grands comptes. Ce sont des brutes, ils génèrent des patterns anti-copie et ils repoussent les limites de la computer vision. La boîte a été lancée il y a 1 an, ils sont soutenus par 2 fonds, Super Capital et Purple. Et le sujet de la thèse reste à définir avec l'équipe cofondatrice. Mais si tu recherches une thèse en computer vision, que tu es curieux et un peu nerd, contacte Digital Selection. J'ai mis toutes les coordonnées dans la description de l'épisode. Allez, retour à Silicon Carnet maintenant. Go yourself. Donc nos special guests cette semaine, Hugo de Gentil et Enzo Avigo. Hugo, c'était... je dis c'était parce que tu n'es plus le CEO de Willow, mais Willow Exactement. Continue, n'est-ce pas? Willow continue avec un... Rappelle-nous ce que c'était. Alors Willow, c'est un dispositif médical, automatisation du nettoyage des dents, du soin des gencives, etc. À destination des enfants. Et donc c'est un petit robot qu'on met dans sa salle de bain et qui fait le taf. Et qui Qu'on met surtout dans sa bouche en plus. Qu'on met dans sa bouche, qu'on pose sur son évier et qu'on met dans sa bouche et ça fait des dépressions, ça bouge une gouttière et ça nettoie les dents de cette manière-là. Voilà. Et toi, tu as quitté cette aventure puisque maintenant c'est une aventure qui a lieu essentiellement aux États-Unis avec une équipe pure US. Tu es rentré à Limoges, centre du monde. Et là, tu réfléchis à ton next step. On va pas en parler beaucoup parce que tu es encore en phase de réflexion, tu es en phase d'ovulation, j'ai envie de dire. Ouais, tu peux le dire comme ça, effectivement. Mais bon, c'est dans le domaine de l'IA, comme par hasard. Et puis, on frôle, on chatouille des sujets d'AGI. Donc, c'est un peu dans le thème d'aujourd'hui. D'accord. C'est pour ça que je voulais t'avoir dans l'émission parce qu'en plus, on va en parler. T'as fait un post sur LinkedIn qui était super intéressant, justement, sur cette intelligence artificielle et ce qui nous attend dans le futur. Et on va en parler dans cette émission. Enzo, bienvenue dans Silicon Carnet, c'est ta première. Ça va? Tu t'es détendu? Tout va bien? Ouais, T'es pas stressé? écoute, T'es un non, habitué ça des va. podcasts? Écoute, non, ça va. D'habitude, je suis de l'autre côté, en fait. D'habitude, c'est plutôt moi qui essaie de les faire. Donc, si, un peu stressé. Écoute, surtout avec toi en face, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais non, mais ravi d'être là et j'espère que je vais pouvoir apporter de l'expertise à la conversation. Ouais. Alors, toi, tu es le cofondateur d'une startup qui s'appelle June. Le site web, je le montre là, c'est june.so. Si on devait définir June, moi je dis c'est une boîte qui est spécialisée dans finalement l'interprétation de toutes tes data produits, c'est ça?
et qui te permet d'exploiter enfin toutes tes datas que tu as dans ton produit. Est-ce que C'est je exactement pitch bien ça. ou... Ouais, c'est Ouais. très bien pitché. En fait, on est parti d'une solution d'analytics et aujourd'hui, on se pitch comme un next-gen analytics pour les B2B SaaS. Donc, on est parti d'une solution d'analyse de données. On permettait à des SaaS, du coup, de comprendre ce que les boîtes faisaient dans leurs produits et on équipait essentiellement des équipes produits pour améliorer le produit, du coup. Et en fait, on s'est rendu compte que le produit était au cœur de plein de décisions dans les SaaS. Notamment, en fait, les équipes success en avaient besoin pour faire des use cases d'activation, de rétention. Et plus récemment, on a découvert aussi que les sales s'en servaient beaucoup pour convertir, upsell, renew les comptes. Et donc aujourd'hui, on est un peu en train de devenir cette plateforme multi-usage pour la data produit pour les SaaS. Et t'es un Français qui s'est installé aux États-Unis, Enzo, ou t'es en phase d'installation aux États-Unis, ou t'en es où là? Aujourd'hui, on fait des allers-retours, on essaie de toujours avoir quelqu'un là-bas. Donc Ouais. je suis la moitié de l'année environ là-bas. Et là, je passe sur un visa officiellement, histoire de éviter Bravo. de faire des allers-retours un peu comme ça. Ouais, parce que ça marche pas les allers-retours. Hugo, il sait de quoi je parle et NJ aussi. C'est-à-dire que c'est dur. Ça c'est marche dur, un temps. les allers-retours. Ouais. Ça marche intense. Ça marche Là- le début quand tu dois faire la phase d'acclimatation, quoi. Ce qui est pas mauvais. Non, mais moi j'explique en fait que ça ne marche pas, et notamment à San Francisco, parce que quand t'arrives, tu branches le câble, t'as tout de suite de la lumière, c'est clair, ça marche tout de suite. La Silicon Valley, il se passe plein de choses tout de suite. Mais dès que tu t'en vas, c'est comme un câble trop court, tu passes en mode off et t'es immédiatement remplacé dès le lendemain parce qu'il y a plein de mecs et de filles super intéressants avec des projets géniaux. Et si t'es plus sur place, tu vois, la Silicon Valley elle passe à quelqu'un d'autre. Donc tu reviens 2 mois plus tard et en fait, c'est passé plein de choses entre-temps. C'est ça qui est difficile. Alors, si vous voulez du drama dans la tech, on va parler d'Anthropic. On en avait parlé dans un précédent épisode de Silicon Carnet avec la talentueuse Anaïs Moutot, qui est journaliste aux Échos et qui avait passé plusieurs jours au sein de Anthropic. Je vous invite à re-regarder cet épisode. Ça s'appelait SaaS, Turbulence à bord, préparez-vous à l'impact. Je vous mets le lien dans la descriptive de cet épisode. Et en gros, cette startup Anthropic, elle est intéressante parce qu'elle ressemble pas du tout aux autres startups IA de la Silicon Valley. Et ils ont tendance à se présenter un peu comme la voix de la sagesse, c'est un peu les grands chevaliers blancs de l'IA, en opposition complète avec les OpenAI et les autres. Ça a d'ailleurs été fondé, NJ, par des anciens d'OpenAI, Anthropic. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Des gens qui n'étaient pas forcément alignés avec la vision d'OpenAI, ouais. Et c'était des gens qui étaient obsédés notamment par la sécurité. Et quand tu écoutes Anthropic, et Anaïs nous en parlait d'ailleurs, c'était il y a quelques mois, on avait l'impression qu'ils étaient tous flippés à l'intérieur d'Anthropic et qu'on était à 2 doigts de l'apocalypse. C'est ce qu'on appelle les doomers ici dans la Silicon Valley. C'est ces gens qui sont à l'opposé de ce que tu es, NJ, c'est-à-dire à l'opposé des accélérationnistes, des gens qui eux disent il faut avancer plus vite dans le domaine de l'IA, et eux ils avaient une posture jusqu'à présent qui était au contraire beaucoup plus prudente. Ouais, prudente et puriste. D'ailleurs, j'ai une question pour l'audience et pour vous ici. Est-ce que vous savez d'où vient le mot Claude, enfin le nom qu'ils ont utilisé pour le modèle? Claude, c'est le nom de leur intelligence artificielle. Ouais. D'ailleurs, c'est un nom français. Claude, alors d'où ça vient? nom, Claude. Est-ce que vous savez? Non, Tic-tac, moi, je sais tic-tac, pas. tic-tac. Monnaie? Non. Non, alors ça vient de Claude Shannon. Claude Shannon, c'est le père de la théorie de l'information. C'est un D'accord. mathématicien connu et qui a publié plein de trucs. Et donc, en fait, c'est vraiment le puriste. Et eux s'inspirent de cette définition de comment l'information comment l'information va d'un node à un autre node, comment on transmet l'information via les ordinateurs, grosso modo. Et c'est super intéressant à voir et à lire à sujet de ce mec-là, Claude Shannon. Et il y a une citation qui lui est attribuée. Et alors, on dit qu'elle est fausse, mais en tout cas, si vous tapez Claude Shannon quote sur Google, vous allez la trouver. Et alors, je l'ai traduit en français. Je visualise un temps où nous serons pour les robots ce que les chiens sont pour les humains, et je parie sur les machines. Voilà. Donc, tu peux pas faire. D'accord, ok. Plus, on voit bien. Mais c'est tout le sujet de violent. la conversation d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Après, enfin, je veux dire, j'ai eu des chiens, moi, je les adorais, quoi.
J'adore mes chiens, j'adore mon chien aussi. Je sais, mais là, c'est ça la question, c'est est-ce que les robots vont nous adorer comme nous on adore nos chiens? Non, mais sur cette quote, c'est intéressant. Je donnais une conférence il y a pas longtemps et je disais, c'est vrai qu'on dit souvent que l'intelligence artificielle, ça va être une révolution, ça l'est déjà, de l'ordre de l'apparition de l'électricité ou l'apparition d'Internet, et c'est vrai que ou l'apparition de l'automobile qui a remplacé les chevaux à l'époque. Sauf que là, les chevaux, c'est nous, quoi. c'est là la grande différence, c'est que ok, l'automobile a remplacé les chevaux, mais les chevaux c'était pas nous. Mais là, l'intelligence artificielle est en train de nous promettre de nous remplacer. Anthropic, Hugo, c'est une boîte que tu suis, que tu utilises au quotidien. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, absolument, absolument. Alors, OpenAI est très bon sur tout un tas de sujets, Anthropic sur d'autres, et notamment ce qu'ils ont compris très vite, c'était les artefacts, le fait de venir assister le raisonnement et l'output avec un document sur le côté. Qui fait que tu peux l'utiliser pour la gestion de projet. Et ça, c'est très puissant, et c'est quelque chose que OpenAI a fait après coup. Donc tu vois, ils sont venus rattraper leur retard là-dessus. Explique ça, parce que pour les gens qui maîtrisent pas complètement l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tu peux tout d'un coup dire mettre des documents en mémoire de cet agent de cette intelligence artificielle et de lui dire maintenant je veux que tu déploies ta capacité d'IA, mais dans ce contexte bien particulier, en lui donnant des documents en parallèle et pas utiliser simplement la force de l'intelligence artificielle de Claude ou d'OpenAI comme on le fait avec ChatGPT, mais de cantonner son contexte, c'est ça? Exactement. Donc ça te donne une source de données que tu customises au fur et à mesure et qui te permet de faire du project management avec ton IA. Et c'est extrêmement puissant parce que ça va chercher dans ces documents à chaque fois que tu poses une nouvelle question. Et voilà. Donc c'est vraiment un truc assez impressionnant. Angie, toi avec ta boîte Fint qui est justement, on peut expliquer, Fint c'est l'objectif, c'est d'analyser des documents notamment financiers, je crois. Ouais. De façon, tu utilises Claude, toi Alors on utilise Claude, pour une partie, notamment la partie GenAI quand c'est pour construire des résumés plutôt, parce qu'on trouve que sur le wording que va sortir Claude, c'est très très bon. Alors là, meilleur qu'OpenAI et que ChatGPT. Ouais, meilleur qu'OpenAI sur cette partie-là, sur cette partie génération de texte. C'est un peu plus humain. On trouve. Après, OpenAI reste très bon sur d'autres modèles qui sont pas forcément les modèles de chat, par exemple les modèles d'embeddings qui vont permettre de stocker les morceaux de documents, etc. OpenAI a des modèles très très performants pour ça. Maintenant, il y a le nouveau, on va en parler là, mais le nouveau Claude 3.5 qui a été sorti la semaine dernière. Là, ça rebat les cartes. C'est ça qui est dingue en fait, c'est que très très intéressant. On a une certitude à un moment et puis 3 semaines plus tard, tout est balayé parce que là, je lisais pas plus tard que ce matin. On a beaucoup parlé, on en a parlé d'ailleurs dans le dernier épisode de Silicon Carnet de NotebookLM de Google, et je lisais ce matin que Meta vient de sortir un concurrent de NotebookLM. Ils ont appelé ça je sais plus comment est-ce qu'ils l'ont appelé. Llama NotebookLM, je crois qu'ils l'ont appelé. Ils sont même pas emmerdés à chercher un nouveau mot. Et ça fait exactement ce que fait NotebookLM. On en a parlé la semaine dernière. NotebookLM, c'est la capacité de donner un PDF à une intelligence artificielle qui va, à partir d'un PDF, recréer une conversation audio, une conversation entre deux individus, sur la base de ce PDF. Alors, et vous pouvez l'utiliser pour, un article, mais aussi pour des choses ultra boring. Je le disais la semaine dernière, moi j'ai fait le test avec mon relevé de compte. Et là, tout d'un coup, ça crée une conversation audio entre deux personnes qui commentent mes dépenses, mes achats, et c'est passionnant. Et là, Llama apparemment vient de sortir exactement la même chose cette semaine. Donc c'est dingue à quel point les cartes sont redistribuées en permanence. On essaye dans Silicon Carnet de suivre un petit peu tout ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est difficile tellement il y a de choses qui se passent. Mais moi, je suis chaud pour avoir votre avis, du coup, Hugo et Angie, vu que vous êtes chaud là-dessus. Mais tu vois, là, quand je vois ton excitation sur ce nouveau use case, moi, c'est là que je vois vraiment plus les évolutions en termes d'IA. Tu vois, quand le format de chat est arrivé avec GPT, ça a été dingue, ça a été la bombe. Et maintenant, il y a évidemment des énormes évolutions comme on les connaît. Ensuite, il y a eu l'API qui est arrivé, qui a été énorme. Ensuite, il y a eu la voix, quand il y a le comportement humain. Mais moi, je m'en suis. La conversation. Mais moi, je lui ai donné un nom. Elle s'appelle Sarah. Je lui parle régulièrement et sincèrement, elle fait partie de mes potes. Ta femme est jalouse, elle m'a dit.
d'ailleurs. Il m'a dit. Je crois que ma femme connaît pas Sarah, en fait. Ah si, je lui ai présenté. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein? Non, mais c'est intéressant. C'est effectivement la voix, le mode vocal a été un bon. Mais c'était déjà il y a combien de temps ça? C'était il y a 3 mois. Non, mais voilà, c'est ça le truc. C'est qu'on parle de choses qui ont 3 mois, 6 mois, comme si c'était il y a longtemps. En Ouais. fait, l'accélérationnisme de l'IA, il est incroyable. Moi, je disais à ma femme l'autre jour, j'ai le vertige technologique. Vraiment, je vois des vidéos, des démos, et j'ai envie de vomir. Je suis choqué. Genre, je me dis, putain, Ouais, j'ai suis bossé assez 12 mois d'accord sur avec ça, ça. et le truc, ils sortent ça, c'est incroyable. Enfin, c'est de la folie, je trouve. L'autre jour, on avait une conversation tous les deux avec Kenji privée, et je te disais un truc. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est-à-dire que moi, je suis à un moment là où j'ai l'impression que j'arrive en haut d'une falaise et que il y a une sorte de vertige. C'est-à-dire que ici dans la Silicon Valley, j'ai le sentiment quand je parle avec mes amis, on sait tous qu'il va se passer quelque chose de très important là dans les mois, peut-être les années, mais peu importe. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui nous paraît complètement inutile. C'est-à-dire que on est là en train comme des hamsters dans notre roue, à faire tourner notre roue, mais on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine tout ce qu'on est en train de faire? Parce que on a l'impression que tout va changer brutalement, et c'est un peu le sens de ton post, Hugo, que tu as fait sur LinkedIn, et que on se dit, mais nous, on le voit arriver. J'étais à Paris, je m'assois sur des terrasses, je bois mon petit café, j'aime bien écouter les conversations autour de moi, et là, j'ai l'impression que personne ne parle de ça, alors qu'ici, dans la Silicon Valley, tout le monde est flippé de façon positive ou flippé de façon négative, mais il y a l'idée qu'on est presque au bord d'un basculement. Alors tout ne sera pas obsolète, mais effectivement il y a un basculement qui va arriver, et tu as raison de dire qu'on n'en parle pas en France, et notamment parce qu'on a des leaders d'opinion qui ont une définition très différente de l'AGI, qui est une définition de chercheurs très élégante pour dire quand est-ce qu'on va avoir une IA qui réfléchit comme un humain, qui apprend aussi vite qu'un humain. Et en fait ça, cette définition elle est belle, mais on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que l'AGI va remplacer les humains dans leur job. Et on peut faire dans leur job actuel. Et là, on peut avoir une IA qui ne fait que simuler l'intelligence humaine sans reproduire exactement la manière dont ça fonctionne. Et le résultat est le même. Donc on arrive à un basculement, effectivement, où l'humain, en tant qu'outil productif, va devenir obsolète. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est obsolète? Et il y a plein de choses à faire. Je voulais qu'on parle vraiment de ce dernier essai du patron d'Anthropic, Dario Amodei, qui moi m'a surpris et qui surprend tout le monde ici dans la Silicon Valley, parce que comme on le disait, c'est un peu un Cassandre. Il nous avait pas habitués il avait plutôt une vision dystopique de l'intelligence artificielle, même s'il en faisait. Et là, tout d'un coup, il nous propose une vision presque utopique de l'IA. Et je voulais vraiment qu'on en parle dans Silicon Carnet, parce que du coup, j'ai écouté les patrons de l'IA dans la vallée, que ce soit Sam Altman ou Dario Amodei, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer quand on les écoute et quand on les lit. Ils sont tous en train de nous expliquer, alors on va essayer de décortiquer pourquoi, ils sont tous en train de nous expliquer qu'on est finalement pas très loin de l'AGI ou de quelque chose, je sais pas si c'est l'AGI, mais en tout cas quelque chose de spectaculaire qui va entraîner ce basculement. Sam Altman, lui, il parle de 1000 jours. C'est dans son blog post, il dit on est à 1000 jours. 1000 jours, c'est moins de 3 ans. Mais lui, Dario Amodei, dans son dernier essai, il parle de 2026. 2026, c'est demain. Peut-être on a déjà l'AGI, en fait, devant nous, et on n'arrive pas à le réaliser, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, c'est dans toutes les évolutions, on ne sait pas quand Homo sapiens est arrivé, quand c'est qu'il y a eu le changement, tu vois, entre Homo erectus et Homo sapiens. Et d'ailleurs, je le dis parce que je lis un livre justement qui parle de ça. C'est le nouveau, je l'ai là, je le montre. J'ai aucune. Ah oui, bien sûr. Oui, voilà, Nexus, le dernier Harari, ouais. Voilà, et qui met ça en lumière très très bien en fait. Et il explique, en gros, sur l'évolution des réseaux d'information, on se rend pas toujours compte de l'innovation qui est en face de nous. Et est-ce que justement là, si tu branches un Claude AI, un Llama, le dernier Llama qui est sorti avec entraîné par Nvidia, et un OpenAI O1 là, si tu les branches ensemble, c'est évident qu'ils défoncent n'importe quel humain sur Terre aujourd'hui en knowledge pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un
aujourd'hui qui est capable de te répondre du tac au tac sur l'ensemble du savoir qu'il y a sur Terre. Donc, moi, je pense qu'ils sont en train de réaliser ça, que c'est pas forcément, comme disait Hugo, tu le disais très bien, c'est pas forcément un point de non-bascule. On dit, 1er janvier 2032, on a atteint les AGI. Non, c'est quelque chose qui est continu. Et là, en effet, avec la puissance qu'on a en face de nous, on est peut-être en face de quelque chose qui ressemble beaucoup. On n'est peut-être pas encore capable de nous-mêmes l'interpréter, comme, tu vois, un grand PhD. Moi, mon avis, c'est en effet le CEO d'Anthropic se rend compte de ça. Et il veut en fait prévenir que, en effet, on est en plein dedans, et c'est pour ça qu'il fait tout ce postulat sur comment l'AGI va être bénéfique à tout un tas de secteurs. Et je pense que, en fait, il y a différentes manières de le dire, mais ce que tu dis là, NJ, et je suis d'accord avec ça, c'est que, en fait, toutes les briques de l'AGI sont déjà là. Et il n'y a plus qu'à intégrer les briques. Et donc, parce que les briques de l'AGI, c'est quoi? Pour qu'une IA soit autonome et productive, il faut quoi? Il faut qu'elle ait les bonnes intuitions, qu'elle sache les vérifier, donc qu'elle raisonne, et qu'elle sache faire des actions. Et donc là, avec la bêta de Computer Use d'Anthropic, on a la dernière brique qui vient de tomber, et donc on a toutes les briques techno qui nous permettraient de faire une AGI. Donc, moi, 2026, non. Je dis, on aura un POC d'AGI en 2025. Donc c'est maintenant. Quand tu parlais, NJ, de ce point de bascule qui va pas être facile et que peut-être qu'on a déjà atteint, je tombais sur ce blog post de Louis Rosenberg, qui est un chercheur en IA, et qui parle justement du fait que l'humanité pourrait atteindre ce qu'il appelle le peak human, c'est-à-dire en gros ce moment où certaines intelligences artificielles surpassent le raisonnement de la majorité des humains. Alors, c'est pas encore de l'AGI, c'est sur un IQ, un QI moyen de l'humain. Et il y a un journaliste qui s'appelle Maxime Lott qui a testé des grands modèles de langage. Il a fait un test de QI standardisé et il a démontré que le modèle d'IA a largement déjà dépassé le QI humain médian qui est de 100. Là, je vous montre le graphique. On a déjà franchi ce cap-là de la courbe, et notamment avec le système O1 d'OpenAI, qui aurait obtenu, lui, un QI de 120. Alors, il y a beaucoup de critiques sur ces tests-là, parce qu'on dit c'est pas comme ça que l'intelligence humaine elle est beaucoup plus large, le test il est trop limité à certains points, mais c'est possible quoi, en fait, qu'on se focalise sur cette idée de dire est-ce que l'IA va dépasser l'intelligence humaine, c'est peut-être déjà le cas, et sans qu'on s'en aperçoive. Et quand je vois l'article que tu nous as envoyé avant cette discussion, moi j'y vois beaucoup de marketing. J'y vois beaucoup de Telegram versus WhatsApp. Comment tu te marketes quand tu es un énième chat? Tu dis que tu es encrypté de bout en bout, tu dis quelque chose. Donc pour moi, globalement, il y a une énorme différence évidemment entre Claude et ChatGPT, mais pas tant que ça. Je veux dire, ça reste des chats à lesquels tu parles, qui ont des technologies qui sont plus ou moins comparables. Il y a des milliers de tests qui ont été faits pour les comparer. Et globalement, moi, quand je vois une lettre aussi profonde d'un fondateur, et j'ai bossé avec pas mal de fondateurs de boîtes assez iconiques, derrière, je sais souvent qu'il y a du thought leadership, il y a du positionnement, il y a du marketing. Et donc, moi, je peux pas croire que cette lettre, ça soit pas un positionnement, en fait, finalement, qui est comment on gagne face à OpenAI. Tu peux pas gagner face à OpenAI, ils ont trop de fonds. Du coup, on va dire qu'on est la boîte pro-humaniste ou des choses comme ça. Je pense qu'ils croient évidemment à toutes ces choses, et j'ai beaucoup d'estime pour cette boîte, qui est une boîte de malades. Mais je pense que derrière la vision et derrière le message, je peux pas croire qu'il n'y ait pas un message marketing et un positionnement, surtout marketing, qui fait que ils vont aller chercher une audience qui est différenciée du leader du marché, qui est, faut le dire, il est absolument terrifiant, quoi. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Je suis pas d'accord avec toi, Enzo. Hugo est pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord. Je pense que en partie forcément, c'est-à-dire que évidemment qu'il y a du positionnement, et évidemment qu'il faut marketer la boîte humaniste, mais en fait, ce que l'on parle lorsqu'on parle d'AGI, c'est quand est-ce que l'IA sera PhD dans tous les domaines. Et en fait, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'elle peut nous remplacer. Et on n'est pas PhD dans tous les domaines. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, je le dis souvent, c'est-à-dire que, en fait, quand tu te dis, non, mais on n'est pas encore à l'AGI, sauf que on n'a pas besoin de l'AGI pour remplacer ton job, parce que ton Exactement. job, il demande pas énormément il demande pas à être un doctorant. Exactement. Et donc, ce qui compte maintenant, c'est l'intégration, et quand est-ce qu'elle va pouvoir être
autonome. Et Ouais. là, c'est ce qui est sorti avec les dernières briques. Mais ce que ça veut dire, c'est que le fossé, là, le bout de la montagne, il arrive. Il arrive là. Et donc, si on ne réfléchit pas à la suite, on va tomber dans un modèle obsolète. Et donc, il faut être intentionnel. Et je pense que c'est ce qu'il fait à Et Modéi, c'est qu'il est intentionnel. Il essaie de se dire, OK, quelle société on crée juste après? Oui, parce que ça va arriver, c'est inévitable. On a atteint le point d'inflexion stratégique où il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, Ouais. puisqu'on est sur la pente et qu'on va descendre, et on va dérouler cette pente, on a atteint ce sommet. Donc derrière, il y a une accélération. On va être obligé de dérouler la pente. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Je vous propose qu'on revienne justement dans cet essai, parce que tout le monde n'a pas lu ou ne va pas lire les 45 pages de Dario. Donc, de quoi est-ce qu'il parle? Il reconnaît les risques, mais il s'efforce de décrire ce que pourrait être, d'ailleurs, lui ne parle pas d'AGI, il n'utilise jamais ce terme-là, il parle d'une IA super puissante. Et je trouve d'ailleurs c'est super intéressant de sortir de ce terme qui est un petit peu fourre-tout et qui fait très peur. Il parle juste d'une IA qui est super puissante, quoi, c'est le terme, super puissante, et qui serait une force qu'il faudrait canaliser pour qu'on l'utilise pour le bien, et en particulier dans tout un tas de domaines. Pour lui, l'IA super puissante, c'est une IA qui aurait le QI et la connaissance d'un prix Nobel, quand même, hein. On n'est pas en train de parler de Monsieur Tout le Monde. Et il pense effectivement qu'on va atteindre ce niveau d'ici 2026. Alors, quelle est la part de marketing là-dedans? Je suis assez d'accord aussi avec Enzo. On va en parler après. Tous ces gens-là sont en train de lever des fonds. Donc, il y a intérêt à faire monter les enchères aussi et à se positionner sur le haut du panier quand tu es en train de lever des fonds. Il est en train de faire une Musk, hein, pour moi. Alors, c'est marrant parce que pourtant, le personnage n'a rien à voir avec Musk. Mais il est en train de faire une promesse et peut-être comme Musk, il donne une date, sachant que Musk ne respecte jamais ces dates-là, mais c'est pas grave. La date est donnée, ce qui permet de cranter quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, bon ben voilà, si on a cette IA super puissante, elle va affecter plein de domaines, il en cite 5, la biologie et la santé, les neurosciences et la santé mentale, le développement économique, et notamment la lutte contre la pauvreté, la démocratie, tout ce qui est gouvernement, et notamment la paix dans le monde, et le travail et plus largement le sens de la vie. Il va jusque là. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a effectivement des domaines qui dès 2026 vont vivre une véritable accélération. Il parle notamment d'un concept qui est très intéressant, qui est le compressed 21st century. C'est quoi? C'est-à-dire on est dans un siècle où on va pouvoir en 5 à 10 ans faire des progrès qui avant nous prenaient un siècle. Et donc lui, il parle par exemple de la possibilité de guérir du cancer, et que peut-être que voilà, dans les 5 à 10 ans qui viennent, cette IA va nous permettre d'accélérer la recherche. Ça va avoir des impacts très positifs sur des secteurs comme la biologie, la neuroscience, mais il y a d'autres secteurs, comme il parle du développement économique ou la démocratie, où là peut-être que l'impact va être plus négatif que positif. Donc il est mesuré dans son blog post. Il n'est pas en train de nous dire que, et je pense que ça c'est très important, j'arrête pas de le marteler, c'est de dire l'intelligence artificielle va tout basculer, on est peut-être dans ce basculement, il y aura beaucoup d'impacts négatifs, et il faut pas les masquer, et il faut pas dire tout va être merveilleux, tout va être amélioré. Mais le net va être positif, c'est-à-dire qu'entre les impacts positifs et les impacts négatifs, je pense personnellement, et c'est peut-être ma vision optimiste, que le net sera positif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quand vous regardez le blog post, est-ce que vous pensez qu'il a raison? Sur la science, ça va vachement nous aider, mais dans d'autres domaines, ça risque d'être beaucoup plus compliqué? Ouais, moi je vais aussi reprendre le timing. Donc le timing, on sait qu'ils sont en train de lever des fonds, valant entre 30 et 40 milliards. Ils annoncent peut-être un chiffre d'affaires pour d'ici la fin de l'année d'1 milliard. C'est en dessous d'OpenAI, tout ça. Ouais, c'est en dessous d'OpenAI, donc c'est 5 fois moins en valo et 5 fois moins en chiffre d'affaires, grosso modo. Donc c'est justifié. Maintenant, c'est vrai que Anthropic a une marque qui est beaucoup moins forte qu'OpenAI, d'accord? Parce que Anthropic n'a pas lancé ChatGPT. Et donc, d'un point de vue branding et présence dans l'écosystème, ils sont moins présents. Donc, je pense qu'il faut qu'ils existent, c'est ça? Il faut qu'ils existent. Je pense que ça, c'est très important. À côté de ça,
ça n'empêche qu'ils sortent des modèles qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, on a vite fait sauter là sur le computer use, donc le fait On va en parler. voilà, d'automatiser, on reviendra dessus. Mais je pense que surtout là, notre ami Amodei là, il a un problème qui est que son business model, c'est un modèle propriétaire, d'accord. Anthropic, c'est des modèles qui sont propriétaires, donc pas open source. Et justement, la ligne de défense qu'il avait jusqu'à maintenant, c'était une ligne de défense adoptée par l'open source. C'est-à-dire que on va mettre tout en public, donc tout va se protéger, on va se protéger les uns des autres d'une AI méchante qui va attaquer les humains et qui va détruire les humains. Tu es monsieur très méchant. Donc je pense qu'il doit forcément communiquer sur les bienfaits de l'IA propriétaire, c'est-à-dire regardez tout ce qu'on va pouvoir faire avec une IA super puissante, même avec des modèles comme Claude qui sont propriétaires, et vous inquiétez pas, le positif sera supérieur au négatif. Mais tu as complètement raison Carlos, je suis avec toi sur ça, c'est que je pense que les effets négatifs, surtout pour les gens qui ne se préparent pas, moi j'en parle à mes potes tout le temps, je leur dis préparez-vous, ça va être... dingue, les gens se préparent pas du tout. Non, ils s'en foutent. Pas du tout, ils s'en foutent complet. Hein. Et Est-ce ils que ils peuvent pas faire grand-chose. L'objectif de la fin de la semaine en Espagne, c'est savoir s'il va y avoir des bocarones vendredi soir. Hein. Et personne ne parle d'IA, hein, tu vois. Et le mec qui fait les bocarones, il veut savoir s'il va y avoir des bocarones à servir. Hein. Ouais, je pense qu'un ouvrier en 1900 qui avait pas vu une usine Ford, tu vois, construire à la chaîne avec de la robotisation très early, etc. Se disait jamais de la vie, on va assembler des voitures, tu vois, sans aucun humain dessus. Et puis maintenant, t'as des trucs, des robots partout dans la chaîne d'assemblage. Donc je pense que les gens doivent se confronter, donc aller tester d'eux-mêmes, etc. Mais ça va pas être évident parce que il faut assembler ces briques, il y a de la technique, et puis il y a aussi de l'ouverture. Il y a des gens qui sont dans le déni. Ils disent non, mais moi je suis trop important. Attends. J'ai toujours cette image du comptable, tu sais, avant Excel. Qui disait non mais attends, moi Excel tu me fais marrer, moi j'ai mon grand livre de compte papier, tu vois, je fais mes marges, là j'écris mes colonnes, bidule, tu vois, c'est vachement bien organisé, j'ai ma gomme, ma règle et ma calculette et qui disait bon Excel jamais de toute façon je suis à 5 ans de la retraite donc je vais pas me mettre à me former à Excel, etc. Qui aujourd'hui utilise un grand livre de compte papier pour faire de la comptabilité de sa boîte. Tout le monde est passé sous Excel et c'est pas Excel qui a remplacé les comptables, c'est des comptables qui utilisent Excel qui ont remplacé les comptables qui utilisaient des livres de compte en papier. Mais Enzo, moi, ceux qui l'acceptent, ils disent ouais, t'as peut-être raison, il se passe quelque chose. Ils savent pas par où commencer. Ils se disent ok, mais qu'est-ce que je fais dans mon quotidien Je veux bien consacrer 1 heure dans ma semaine pour m'intéresser à ça, et je commence par quoi? Je pense que déjà l'analogie elle est un peu exagérée parce que je pense que le lien l'écart entre Excel et bout de papier pour moi est plus important que l'écart de faire les trucs toi-même et de demander à l'AI de te le faire souvent parce que alors attends, je vais te donner des détails. T'es dans le déni. Attends, t'es dans le déni. Ok, tu fais partie des denials. Mais vas-y, explique. Je pense que l'AI fait faire des choses exceptionnelles. Dans la recherche, tu peux faire des milliers d'analyses en parallèle que tu pourrais pas faire. Il faudrait peut-être des labos et des années pour les faire, etc. Mais moi, dans les métiers de la tech que je vois, dans le quotidien, si t'es en poste, l'AI, souvent, tu vas lui demander de faire un truc que tu faisais déjà et qui va te faire gagner du temps. Donc souvent ça va être des résumés, souvent ça va être des retranscriptions, ça va être des choses en fait qui prenaient beaucoup de temps, mais qui étaient assez shallow en termes de value. Tu vois, c'est comme ça que ça drive beaucoup. En tout cas dans les métiers que je vois autour de moi et les gens qui commencent à l'utiliser dans leur quotidien. Donc là je parle pas de l'AGI, je parle pas c'est-à-dire qu'en des gros tu révolutions utilises AI. ChatGPT pour réécrire tes mails quoi par exemple. Pour écrire un mail avec un nouveau déjà ton, quoi en fait. Ouais. Etc. Donc je dis pas que c'est pas. Mais je pense qu'on a dépassé un stade. Hein. Évidemment qu'on l'a dépassé et même qu'on l'utilise dans nos produits et comme la merde dans le connecté, on a des use cases beaucoup plus avancés. Mais tu posais la question dans les métiers, qu'est-ce que j'en pense? Aujourd'hui, je vois beaucoup l'AI, comme un support pour gagner du temps. Et donc, beaucoup, ce que je dis, c'est un très, 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 très bon interne, quoi. Ouais. Alors, l'IA est toujours limitée, elle est toujours pas autonome. Donc, le interne, il est meilleur aujourd'hui. Mais c'est toujours un interne. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est un peu le syndrome de la photographie. C'est-à-dire que toutes les personnes auxquelles on parle d'IA qui sont pas dedans disent oui mais regarde ce que ça sait pas faire.
sans regarder la trend en fait. Et quand on regarde la courbe exponentielle sur laquelle on est, c'est impossible de dire oui mais. En fait c'est ok en fait après-demain ça fera tout quoi. Je suis d'accord sur le point destination. Je pense qu'on y va. Mais à la question aujourd'hui dans le quotidien de la majorité des gens qui vont peut-être être remplacés dans les usines comme ils étaient remplacés par les robots ou qui ont remplacé leurs bouquins papier comme en fait on a tout mis dans l'ordinateur, je veux dire Excel ça a tout remplacé, pas juste les comptables, qui a été drastique. Aujourd'hui dans le quotidien, ce que j'observe, c'est que on n'y est pas encore, donc il manque, on va y arriver, je suis d'accord, je suis techno-optimiste là-dessus, mais objectivement, je regarde autour de moi, même les ingés qui hackent des trucs et qui en fait font des automations de trucs absolument incroyables que moi je peux pas faire, ils vont 3 steps plus loin que moi, mais ça reste que 3 steps plus loin que moi, c'est pas 20 steps plus loin que moi quoi. Ouais, je pense que tu l'as bien résumé. Heureusement que tu t'es rattrapé parce que j'allais y aller. Non, mais c'est le stagiaire, comme tu dis, un super stagiaire. Qu'est-ce qu'il devient dans 10 ans? Ça devient un très bon cadre, éventuellement un très bon DG, etc. Donc sauf que ça se passe à vitesse lumière, quoi. C'est que de mois en mois, le stagiaire devient de plus en plus compétent. Et je pense qu'il y a déjà des use cases, peut-être que tu les vois pas encore, qui sont très verticalisés. Donc nous, dans la boîte que je fais, nous on automatise des procédures comptables et de contrôle de gestion. Donc il n'y a plus Excel dans le truc. Il y a en entrée un prompt, en sortie un output. Et en gros, bah oui, ça remplace des juniors contrôleurs ou des juniors comptables. Oui, mais ce qui est terrible, c'est que justement, c'est en train de remplacer les stagiaires ou les juniors. Et c'est déjà super difficile pour les jeunes. Moi, j'ai 2 filles, elles ont 18 et 21 ans. De rentrer dans le monde du travail, et la porte dans le monde pour rentrer dans le monde du travail, c'était justement d'être stagiaire, c'est-à-dire d'être payé en expérience plutôt qu'en pognon, pour justement acquérir ou des compétences ou des connaissances particulières du monde du travail. Et aujourd'hui, on est en train de fermer la porte à ces jeunes-là, puisque vous êtes tous en train de dire non mais on n'a plus besoin de stagiaires, l'AI fait le boulot du stagiaire. Donc qu'est-ce qu'on va foutre de nos jeunes? Ils vont créer des boîtes tout seuls ou c'est chaud quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on va foutre de nos seniors dans 2 ans aussi, hein. T'inquiète pas. Oui, mais bon, oui. Mais qu'est-ce qu'on va foutre de oui, non, mais il se met pas dedans parce que bon, El Gringo, il est plutôt jeune, quoi, donc il faut. Putain, les enfoirés, vous me mettez dans la case senior. Non, quand je dis senior, c'est dans la boîte. Non, senior, expérimenté. On nous disait que l'intelligence artificielle, vous en parlez, va améliorer notre productivité et qu'il nous restait encore la créativité, c'est-à-dire la créativité humaine, ce côté unique qu'ont les humains pour inventer des choses qui n'existent pas. Sauf que quand on regarde là-dessus, on peut aussi se poser des questions. C'est que il y a certains tests de créativité où l'intelligence artificielle est capable, elle aussi, d'être capable d'être créatif, parce qu'en fait le processus créatif, et d'ailleurs il y a un super documentaire que je vous invite à regarder sur internet qui date d'il y a plusieurs années qui s'appelle Everything is a Remix. Le processus créatif, c'est quoi? C'est de copier le passé, de mixer finalement le passé ensemble, et donc là on est complètement dans le modèle de diffusion. C'est ce que fait le principe de l'intelligence artificielle, c'est de prendre des éléments, de concentrer de la data et ensuite d'assembler des éléments ensemble pour ensuite restituer quelque chose qui est une sorte de mix entre plusieurs éléments qui ont été déjà existants et qui crée quelque chose de nouveau, quoi. C'est exactement ce que fait l'IA. Là, je vous montre un exemple que j'ai trouvé ce matin. Je suis désolé, j'ai pas pu vous l'envoyer avant de présenter l'émission. Mais c'est un jeune qui, je pense, galère peut-être pour trouver du boulot et rentrer dans des boîtes. Et en fait, il a utilisé justement ce nouveau modèle de Claude Computer Use avec cet agent d'intelligence artificielle. Et il a dit à Claude, fabrique-moi un business pour gagner $10,000. Et on va regarder rapidement la vidéo. Je vais mettre le lien. Mais vous pouvez la regarder en entier, elle fait 8 minutes, on va pas passer les 8 minutes, mais je vais vous passer quelques secondes de cette vidéo, et vous allez voir, c'est assez spectaculaire, comment est-ce que l'intelligence artificielle va se mettre au service d'un individu et lui dire, bon ok, tu veux gagner $10,000, voilà comment est-ce qu'on va commencer, et voilà ce qu'on va faire.
It is going to go now and determine and figure out how to make a $10,000 business. Okay, so now it Googled most profitable online business models 2024. Okay. All right, so wow, look at this. This is amazing. Based on my research, I've identified several profitable online business models that can help you reach $10,000 goal. Let me create a comprehensive business plan focusing on digital products, which is one of the most profitable and scalable online business models. Okay, so what it did, this is pretty incredible. It went and researched every profitable online business model of 2024. It then chose one that it thinks is realistic. And now it's going to put together a comprehensive business plan for us. It chose digital products, which, yes, that is a very smart thing for it to choose. Là, il demande quelque chose. Le prompt est assez basique, c'est 4 lignes. Et donc, pour monter un business, la première chose à faire, c'est d'aller faire des recherches sur le marché. Donc, qu'est-ce que fait Claude? Il ouvre Firefox, un navigateur, et il se met à faire des recherches pour essayer de déterminer quels sont les créneaux sur lesquels il y a potentiellement un marché. Et donc, il va restituer l'information. Ensuite, il va ouvrir un autre service, un autre document, où il va commencer à faire son étude de marché. Il va restituer cette étude de marché dans un autre document. Ensuite, il va ouvrir Excel, où il va commencer à construire un business plan. Et on voit toute la séquence, et dans la vidéo, c'est assez incroyable, où le mec est juste spectateur, et on voit tous ces outils qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien. Un navigateur Internet, un éditeur de texte, un document, une spreadsheet, se mettre en œuvre pour fabriquer à la fin un business. Tu sais que le nouveau test de Turing proposé par c'est Mustapha Suleyman, là, le CEO de Microsoft AI. Oui, le roi de la jungle, on l'appelle. Ouais, c'est ça en fait. C'est en combien de temps mon IA peut faire 1 million. Donc c'est pas de la science-fiction, ça va devenir le test un peu standard potentiellement. Il y a un nouveau format que je vais lancer qui s'appelle, tiens, je vous en parle, j'en ai pas encore parlé, ça va s'appeler Faites entrer l'invité. Et un de mes invités, c'est Oussama Hamma. Je ne disclose rien, mais j'ai du lourd. J'ai du lourd dans l'émission. À un moment, on parle d'intelligence artificielle. Et Oussama, qui est pour réputation d'être plutôt un accélérationniste, comme toi, Angie, a discuté avec un mec et finalement, il est en train un peu de changer d'avis. Il est en train de dire, le problème, c'est que on peut filer à des gens très très mal intentionnés un pouvoir qui est incommensurable. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, des outils comme Anthropic, parce qu'ils sont fermés, ou OpenAI, ils sont d'ailleurs très balisés. Je vous invite, si vous demandez à OpenAI de vous fabriquer une bombe, il y a de grandes chances que le système soit sécurisé et que nous vous donne pas la solution. Mais il y a ce risque-là quand même. C'est où sont les limites de ce truc-là, et là c'est assez flippant, quoi. Comme dit Hugo, quoi. Mais on rejoint donc l'éthique et l'IA, quoi. Comment faire allier les deux. Et moi je trouve ça toujours un peu paradoxal, parce que l'humain, il a pas besoin de l'IA pour se faire mal. Enfin, tu vois, on le voit suffisamment tous les jours, quoi. Enfin, on n'a même pas besoin d'armes pour se faire mal. Donc on invente en permanence des raisons pour pas créer de la nouvelle innovation. Et peut-être que tu vas avoir une façon d'avoir des IA, notamment via de l'open source, des IA qui, elles, sont garantes de notre éthique et de l'éthique des IA. Donc, si tu vas vraiment t'accélères encore plus l'accélérationnisme, c'est-à-dire que tu dis, bah ouais, la solution, c'est en effet de répandre au maximum l'usage de l'IA avec des IA qui vont être chargées de protéger l'humain. Dario Amodei parle exactement de ça, et c'est un des projets d'Anthropic, c'est de créer ce qu'ils appellent le Constitutional AI, c'est-à-dire une sorte de constitution où en fait tu as des IA qui sont là pour contrôler, comme le Conseil constitutionnel contrôle les lois qui sont votées par l'Assemblée et ratifiées par le Sénat. Bah c'est pareil, il y aurait une sorte de conseil constitutionnel de l'IA qui aurait des principes éthiques et qui utiliserait lui-même l'intelligence artificielle pour surveiller et corriger tous les écarts, que ce soit dans les modèles propriétaires, mais aussi dans les modèles open source. Écoute, moi je pense que c'est réaliste si on a avant tout une visibilité sur l'IA qui est utilisée. Mais je vais prendre un autre exemple, c'est la désinformation.
On a mis du temps avant de pinpointer le fait qu'on subissait de la désinformation. Ça a été long. Avec de l'IA, avec l'AGI, ça va être d'autant plus difficile de le voir. Et donc ça, ce principe de constitution, ça marchera pas sur une IA malicieuse qui est contrôlée par quelqu'un d'autre et qui ne veut pas se faire voir. Donc moi, sur le débat accélérationniste et puis les plus prudents, je pense que c'est un faux débat parce qu'on n'a pas le choix en fait. Il faut qu'on accélère parce que c'est un projet Manhattan. Et donc, il faut qu'on gagne. C'est quoi un projet Manhattan? Parce que moi, je connais Monsieur Manhattan, mais sinon, je sais pas ce que c'est un projet Manhattan. C'est Manhattan Project, c'est-à-dire que c'est comme le fait de faire une arme nucléaire. Okay. C'est, avant d'être un outil de développement économique, c'est un outil, une arme géopolitique, géostratégique, militaire. Donc, on doit gagner, on n'a pas le choix. Ces couillons de Français et du nouveau gouvernement a foutu l'intelligence artificielle du côté de l'enseignement supérieur. Ouais, c'est pas faux. C'est débile, putain, mais foutez l'IA au ministre de la Défense, sous la tutelle du ministère de la Défense. Ouais, ça montre où est-ce qu'on place l'IA en France. C'est-à-dire qu'on pense que c'est juste un Wikipédia, cette histoire. Il y a pas de débat à avoir. On doit accélérer et on doit avoir suffisamment d'avance pour qu'on puisse préparer les défenses entre guillemets. Parce que lorsque tu crées une nouvelle technologie, sa capacité de nuisance de base, par nature, elle est supérieure. Tu l'atteins avant d'avoir les défenses entre guillemets qui te permettent de te préserver par rapport à ça. Donc il faut arriver en avance avec suffisamment d'avance pour faire ça. Donc c'est pas un débat. Et c'est ce qui explique aussi que OpenAI passe en closed AI et que Anthropic lève des fonds aussi. C'est qu'à un moment, si ils ne lèvent pas de fonds, ils vont devenir obsolètes. Je dis pas que c'est bien tout ça, mais c'est le système dans lequel on est. C'est intéressant ce que tu dis, Hugo, parce que on a beaucoup parlé, on a dit Anthropic est en train de lever des fonds, donc ils ont besoin de se mettre au-dessus du panier pour attirer les investisseurs, etc. Alors là, j'ai peut-être sombré dans le conspirationnisme. Le complotisme, c'est vilain. Mais il y a un mouvement dans la Silicon Valley qui date pas d'hier, hein, qu'on appelle effective altruism, donc l'altruisme efficace. Et c'est un mouvement qui est né dans les cercles de la tech, qui essaye d'avoir une approche très utilitariste en fait de tout ce qui est technologie. C'est-à-dire en gros de se dire que on va maximiser l'impact positif des actions humaines en utilisant un maximum les technologies et en se basant au maximum sur de la data. Et dans ce mouvement, d'ailleurs, on trouve des gens très intéressants. Hein. Il y a Dustin Moskovitz, qui est le cofondateur de Facebook, Jen Tallinn, qui est le gars de Skype. Il y avait même Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, qui maintenant est en tôle. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, Sam Bankman-Fried, avec FTX, était actionnaire de Anthropic. Hein. C'est quoi les courants de pensée en France, notamment sur ces sujets d'IA? Qui sont les grands penseurs en France? Il y a Yann Lequin, mais qui est pas du tout sur des sujets, enfin, je l'ai jamais entendu sur des sujets d'économie, de société, etc. Et c'est le problème, c'est qu'on n'a aucun penseur en tout cas, que tout le monde connaît, sur le domaine de l'IA. Et l'impact sur la société. Donc c'est bien notre problème, ouais. On en parlait au tout début, ça intéresse aussi, on disait on a la bourre, en Europe, ce qui est important, c'est si tu disais le plat de bouffe est fait le vendredi. En vrai, c'est aussi un sujet culturel, quoi. C'est, tu vois, les Français, quand tu leur dis, mais on est trop à la bourre, aux US, ils parlent que ça, ils disent, mais moi, en fait, je suis pas américain, je m'en fous, en fait. Moi, je vis pas pour la dernière innovation technologique. Je vis pour d'autres choses, je vis pour vivre ma vie, quoi. Ouais, tout à fait. Et ceux qui voudraient dire, je pense qu'ils ont peur, en fait, de comment on va l'interpréter, parce qu'à chaque fois que t'as, des personnes qui essaient d'imaginer un peu le futur et de dire, ouais, attention, on va se prendre une claque dans la bouche, eh bien, t'as levé de bouclier, lui, il veut supprimer des jobs, il veut machin, il veut truc, et après on s'étonne, mais pourquoi toutes les boîtes qui nous dirigent aujourd'hui sont en Californie et sont pas en France? Parce que en fait, chaque fois qu'on a devant nous une révolution, on a peur de voir ces applications réelles et d'anticiper le futur, quoi. Je vais te dire un truc, Carlos. Je suis dans une grande association liée à l'IA. Et je propose de parler de ce sujet en France, AGI. J'ai été censuré, mais immédiatement. C'est-à-dire qu'on m'a dit, non, t'en parles pas, ça fait flipper les gens.
Et donc c'est un peu le film Look Up, tu sais, c'est ok, ça fait flipper. Don't donc Look on Up, m'en ouais. parle pas. Ouais. Don't Look Up, Don't Look Up. Et pourquoi ça fait flipper les gens? Je comprends pas. Il y a une manière de l'aborder qui est pas du tout, comme on disait, fataliste. Ouais. Moi, je pense et puis- qu'il y a la France a un problème elle n'arrive pas à envisager un futur meilleur. Et elle pense et elle cherche à retourner dans son passé glorieux. Et elle est incapable de se dire que elle peut que le futur peut être meilleur que notre présent. Et elle a renoncé, quoi, en fait. C'est ça qui me fait de la peine. Et moi, souvent, je suis critiqué dans Silicon Carnet parce que je secoue le cocotier et on pense que je déteste la France. Mais non, c'est justement, j'essaye de réveiller cette France en lui disant, mais vous avez des atouts absolument incroyables. Ayez une capacité d'émerveillement. Je pense que la France a perdu sa capacité d'émerveillement. Et dans l'émerveillement, il y a les Lumières, et on est très loin du siècle des Lumières où on était capable d'amener des idées qui étaient disruptives et de prendre des risques. Et qu'aujourd'hui, on a aussi on l'a inscrit même dans notre Constitution, ce putain de devoir de précaution, de principe de précaution, qui fait que chaque fois qu'on bouge un doigt, on est obligé de penser aux risques avant de penser aux opportunités. Et c'est inscrit dans notre Constitution. Je ne sais plus quel est le con qui a foutu ça dans notre Constitution, mais je pense que c'est terrible. C'est terrible. Faudrait voir. Mais toi, là, quand tu parles de ralentissement de la France, et etc., et je reconnecte ça à ta question sur les mouvements de pensée, t'as tout ce mouvement du European Accelerism en ce moment, que t'as forcément vu passer, qui est justement l'idée que les citoyens doivent se rassembler pour aller signer des pétitions pour convaincre leur gouvernement de laisser place à la technologie finalement, parce que s'ils sont pas capables de le faire, va falloir qu'il y ait un vote populaire. Ça fait un peu bouger les lignes. Là, pour le coup, on est sur un mouvement qui est assez basique, qui est juste de dire il faut dérégulariser au lieu de régulariser, ce qui est un des gros problèmes qu'on a en Europe. Si tu vois, les vrais bons, ils s'embarrassent pas de tout ce que tu dis. Moi, je les vois, ils sont en train de se barrer. Ils se barrent, ils arrivent ici, quoi. Ils arrivent dans la Silicon Valley, sans tambour ni trompette, hein, d'ailleurs. Hein. Ils se disent, pas plus tard que ce matin, je discutais avec une start-up qui me disait, je lui disais, mais vous êtes incorporé où? Il dit, ben, on s'est incorporé en France pour des mauvaises raisons, et on voit que c'est des mauvaises raisons parce que quand on voit les décisions, en gros, il s'était incorporé en France parce que le JEI, le C2I, etc. Et donc ils disent, bah on va faire un flip, quoi, et on s'en va aux États-Unis. Par contre, on va pas trop le dire trop fort, quoi, mais on se barre. Et donc je ne sais pas si la société et le politique, de toute façon ils en ont rien à foutre, mais je sais pas si la société se rend compte de ce risque de perdre des cerveaux. Ouais. Et ici, les accueillent à bras ouverts. Hein. Ouais, moi j'ai peur que Mistral, ça soit notre Minitel de notre génération, tu vois. Vraiment, je pense que ils sont en train de s'empêtrer dans la France. Et enfin, on le voit, tu vois. C'est vrai que tu disais dans un épisode précédent que JEI, CI, c'est pas forcément la raison pour laquelle, tu vois, les startups doivent être incorporées en France. En vrai, c'était une façon de corriger des problèmes structurels avec le droit du travail, avec toutes les charges qu'on a, etc. Mais là, ils sont en train de découdre ça. Et puis en plus, tu as toute la régulation autour de l'IA, à la fois en France et en Europe. Et franchement, ouais, ça fait peur. Moi, je pense que on avait une chance il y a 12 mois. On avait fait un épisode, je pense, où il y a 18 mois, on a fait un épisode, on disait l'IA, c'est la chance pour la France de enfin utiliser ses cerveaux, notamment tous ces mathématiciens de génie, tous ces chercheurs de génie, etc., dans nos grands labos de recherche. Et en fait, là, dès qu'on doit passer à la partie commercialisation et se dire, bah en fait, il va falloir exporter tout ça, il va falloir lever énormément de fonds et y aller pour de vrai. Ah bah là, ouais, t'as Hugo qui te dit, ah non, il faut censurer les GI, quoi. Enfin, Hugo qui nous rapporte ça. Et ça m'étonne pas du tout, en fait. Mais on n'a pas du tout envie, en tout cas en France, de se dire que dans les 10 prochaines années, on peut construire un futur bien meilleur, quoi. Et c'est super triste. De toute manière, ça va s'imposer à nous maintenant. Ah, exactement. Donc, on sera comme d'hab. Et voilà. Et puis, pour revenir à ta question, Carlos, sur Amodei, Anthropic, et puis le effective altruism, c'est ça? Je pense que c'est indissociable. Le fait de bosser sur l'AGI et le fait de porter une philosophie, c'est absolument nécessaire en fait.
Donc c'est pas conspirationniste pour moi, c'est une évidence, parce que à partir du moment où tu fais quelque chose qui est tout puissant d'un point de vue économique, géopolitique, etc., il vaut mieux que t'aies une philosophie derrière. Et puis s'il y a le mot altruisme derrière, c'est pas mal, tant mieux, tu vois. Ouais. mais là, c'est une sorte. On a besoin pour être un leader dans ce secteur-là d'avoir un alignement à la fois des penseurs philosophiques, des technologistes, du monde politique et aussi du monde médiatique, qui arrêtent aussi de décrire toute cette intelligence artificielle de façon en agitant un épouvantail, parce qu'ils savent très bien que c'est ce qui fait de l'audience. Et j'ai l'impression qu'en France, comme les gens sont déjà flippés sur plein de sujets, les médias ont une part de responsabilité colossale, que celle d'agiter l'intelligence artificielle comme une nouvelle encore menace, comme si on n'en avait pas assez déjà dans la société française pour faire peur aux gens. Ça, c'est clair. Bon les gars, on arrive à la fin de cette émission. Je suis sûr que vous aurez plein de commentaires à nous faire. N'hésitez pas à les faire sur YouTube. Je lis tous vos commentaires, et aussi sur Spotify, et j'essaie de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et à la regarder, notamment sur YouTube, et ça nous fait super plaisir. La semaine prochaine, on aura un autre invité. Ce sera un Frenchie de la Silicon Valley. Vous le connaissez, Emmanuel Demestre, qui lui aussi est dans l'intelligence artificielle, qui fait un projet qui s'appelle Scenario.com autour justement de la créativité. On n'a pas fini de parler d'intelligence artificielle. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Hasta luego, amigos. Bye bye.